Bonjour, nous continuons donc ce chapitre 1 relatif aux différentes conceptions des droits de l'homme. Alors nous avons vu donc durant les séances dernières que les droits de l'homme sont apparus dans un cadre national, même s'ils étaient exprimés dans des termes très universels, ils étaient exprimés d'une manière universelle. Mais par rapport à l'universalité, si je peux dire, dans laquelle s'inscrivaient les droits de l'homme au départ, souffrait de l'écran étatique. L'État était un écran entre les droits de l'homme et l'État et la souveraineté, était un écran entre les droits de l'homme et leur reconnaissance à l'échelle internationale. Pour que cette reconnaissance ait lieu, il fallait obligatoirement quelque chose, un événement qui faisait tomber donc cet écran étatique. L'événement, ça a été la Deuxième Guerre mondiale et les atrocités avant même. Il faut dire qu'il y avait d'autres textes internationaux, surtout sur le plan du droit humanitaire, mais vraiment c'était la Deuxième Guerre mondiale, les atrocités qu'elle a connues, qui a permis donc de cette reconnaissance internationale des droits de l'homme. La reconnaissance va se faire avec un texte qui est très connu aujourd'hui, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été élaborée dans le cadre de l'ONU, il faut comprendre les circonstances historiques dans lesquelles cette déclaration a été adoptée. Les circonstances, nous avons deux grandes circonstances qui vont certainement influencer sur ce qui va se passer par la suite. La première, c'est que la déclaration a été adoptée en 1948, donc nous étions en pleine guerre froide. Le monde était, ça y est, on sait que le monde était divisé entre deux blocs, le bloc occidental, le bloc socialiste, le bloc occidental libéral, le bloc socialiste le bloc socialiste qui défendait donc l'idéologie marxiste, donc l'idéologie socialiste en matière dans les relations internationales. Alors, donc il y avait une vision complètement différente de la vision libérale, surtout en matière des droits de l'homme. Nous avons vu qu'en matière des droits de l'homme, il y avait une grande différence entre la conception libérale du départ et la conception donc marxiste de la liberté et des droits. Alors que tous les deux, donc ces deux, je dirais, conceptions différentes, on aspirait à adopter une déclaration internationale unique. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est qu'elle a eu lieu, cette déclaration a été discutée, si je peux dire, dans un monde qui connaît déjà un schisme idéologique très fort entre un bloc capitaliste libéral et un bloc socialiste. Nous avons la deuxième chose qui caractérisait la scène internationale de l'époque, c'est que la majorité des États, ou la majorité, je dirais, des peuples, étaient sous domination coloniale. Les Nations Unies étaient composées à peu près de 54 États, donc on n'avait pas la déclaration qui a été votée par ces 50 États, il n'y avait pas une grande représentation mondiale. Donc, pour l'élaboration de cette déclaration, de la déclaration, pour lui donner le caractère universel auquel on aspirait, ça a été en invitant des représentants des États, représentants des différents patrimoines culturels, si je peux dire, existants. C'est-à-dire, nous avons l'Occident, nous avons les États-Unis, la France, donc qui était bien représentée. La déclaration, ou l'idée de la déclaration, c'est Eleanor Roosevelt qui a eu l'idée, donc une américaine. Le rédacteur la rédaction de la rédaction, il y avait une grande influence d'un juriste français qui est René Cassin. Donc on voit l'influence occidentale. L'URSS aussi était présente. Puis nous avons donc les États musulmans avec l'Arabie Saoudite, je crois l'Irak, le Liban, la Syrie, le Yémen. Donc
nous avons les États asiatiques étaient représentés, je crois, avec l'Inde. Donc on a les grands patrimoines, les gens qui ont voulu initier cette déclaration, ils voulaient cette représentation des cultures. Donc sur le plan, je dirais, contexte dans lequel la déclaration a été adoptée, premièrement, c'est que les atrocités de la guerre étaient toujours présentes à l'esprit. Deuxième chose, c'est le schisme qui a eu lieu entre sur la scène internationale, entre deux conceptions, deux idéologies différentes, l'idéologie occidentale libérale, l'idéologie marxiste, puis qui a, comme nous l'avons vu, des différences qui entraînent des différences en matière des droits de l'homme. L'idéologie libérale, ce sont les droits formels, liberté d'esprit, la liberté, la sûreté, l'égalité. La vision socialiste, c'est beaucoup plus les droits économiques, donc les libertés ou les droits réels. Puis nous avons donc ça, le schisme, nous avons donc le fait que plus de la moitié de l'humanité était sous joug colonial, et ça a des influences, et le fait qu'on a voulu quand même qu'il y ait une représentation des grands patrimoines culturels, le patrimoine donc asiatique, patrimoine musulman, occidental, marxiste, et ainsi de suite. Donc voilà le contexte dans lequel a été adoptée la déclaration. La déclaration, dès le départ, elle se fonde sur la Charte des Nations Unies. Alors la Charte des Nations Unies qui déjà donc proclame dans son préambule la foi des Nations Unies dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Donc c'est dans ce cadre-là que la déclaration allait être adoptée. La déclaration, elle commence, si on voit le préambule de la déclaration, elle commence donc par une phrase. Nous allons voir donc le préambule, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Alors le deuxième considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler, de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Donc, dès le préambule, on voit que la déclaration, elle aspire à constituer un ordre international fondé sur les droits de l'homme. Donc, en fin de compte, son objectif, c'est de fonder, si je peux dire, un ordre public international dans lequel les droits de l'homme, fondés sur les droits de l'homme, parce que c'est cette reconnaissance des droits de l'homme qui permet donc la paix à l'échelle internationale. Le fondement de la paix, c'est la reconnaissance partout des droits de l'homme. La déclaration commence aussi toujours dans le préambule. Elle présente ces droits, les droits qu'elle va reconnaître comme étant non pas un dénominateur commun, c'est-à-dire à tout le monde, mais elle le présente comme étant un idéal à atteindre. L'universalité, elle aspire, les déclarations, peut-être elle porte le nom d'universel, et nous allons nous arrêter malgré les conditions que nous avons vues, mais elle aspire à un universalisme, un idéal commun, qui est dans le respect, qui est un certain respect de la dignité humaine. Donc elle vise à réaliser un idéal commun. Il ne vise pas à uniformiser les valeurs humaines, mais à réaliser un idéal. Ça, dès le départ, dans le préambule, la déclaration le dit. Donc la déclaration, en fin de compte, elle va poser, si on peut dire, des standards humains à respecter par les États. Alors,
La déclaration, donc ça c'est le préambule. Alors elle est divisée comment? Donc c'est une déclaration en 30 articles. Nous avons les 2 premiers articles vont constituer le socle sur lequel vont être, si je peux dire, construits tous les autres articles. Alors c'est vraiment les 2 premiers articles, on voit vraiment la nature de la déclaration. Alors, l'article 1er commence comment? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un aspect de fraternité. Ça, c'est le premier article. Alors le deuxième article, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, de toute opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Donc un principe de non-discrimination. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou des territoires dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Donc vraiment c'est un principe de non-distinction ou de non-discrimination qui concerne tous les êtres humains. Donc il y a une unité. La déclaration est fondée sur une unité de l'être humain qu'elle explique dans ces 2 articles. Alors ces 2 articles-là, nous avons une chose à laquelle c'est que le premier article commence par tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ce qui veut dire qu'en fin de compte, nous trouvons presque la même phrase, si je peux dire, dans la déclaration française. C'est pourquoi plusieurs pensent que la déclaration des droits universels des droits de l'homme est là pour matrice, la déclaration française des droits de l'homme. Donc il y a, si je peux dire, une influence occidentale, libérale sur la déclaration que l'article 1 montre d'une manière très claire. Là, nous ne sommes pas dans la conception socialiste. Rappelez-vous ce que nous avons dit pour la conception socialiste. Pour les socialistes, la liberté, c'est une valeur à conquérir. La liberté n'existe pas, ce n'est pas une donnée naturelle de l'homme, mais la liberté ne peut exister que dans une société donnée, qui est la société dans laquelle il n'y a pas une appropriation des moyens de production. Il s'agit d'une conquête. Là, nous sommes vraiment dans la conception libérale de la liberté, comme quoi la liberté est une donnée naturelle. Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors, donc, nous avons ces 2 articles. À partir de ces 2 articles qui vraiment constituent, si je peux dire, le socle de la déclaration, à partir de ces 2 articles, un certain nombre de droits vont être reconnus. Alors, reconnus ou déclarés en face d'une déclaration. Donc, le premier droit, c'est le droit à la vie. Alors là, nous avons les articles, donc l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Donc ça, nous avons donc les droits de l'individu. Nous avons donc l'article 4, nul ne sera tenu en esclavage. Alors, ces articles-là, donc, qui concernent la personne de l'individu, ils vont de l'article 3 à l'article 11. L'article 4, donc, nous avons dit, c'est l'interdiction de l'esclavage. L'article 8, c'est l'interdiction ou la liberté de penser. Non, c'est pas excusez-moi, l'article 5, l'interdiction de la torture, l'article 6, la reconnaissance de la personnalité juridique, l'article 7, c'est l'égalité devant la loi. Alors, l'article 8, c'est les droits de sûreté, nous avons le recours effectif devant les juridictions. L'article 9,
toujours dans les droits de sûreté, qui interdit les arrestations arbitraires, les détentions ou l'exil. Puis nous avons l'article 10, toute personne a droit en pleine liberté à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant, impartial. Donc nous avons toujours dans les droits de sûreté et l'article 11. Donc ça, ce sont qui concernent les droits qui concernent la personne elle-même, soit le droit à la vie, soit la sûreté, donc de 3 à 11, c'est l'individu, donc les droits de la personne. Nous avons de l'article 12 à 17, c'est les droits de l'individu avec autrui. Alors, avec autrui, donc nous avons le respect de la vie privée, nous avons la liberté de circuler, c'est le respect de la vie privée, c'est l'article 12. Nous avons l'article 13, c'est la liberté de circuler. Nous avons l'article 14, la reconnaissance du droit d'asile. Puis nous avons donc l'article 15, le droit à la nationalité. Nous avons l'article 16, donc l'article 16, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage, du lors de cette solution. Puis là, toujours ce sont des droits familiaux. Puis nous avons le droit de propriété qui est reconnu par l'article 17. Donc ça, ce sont les droits de l'homme ou le droit de l'individu avec autrui, c'est l'article 12 à 17. Donc les droits de la personne, donc c'est de l'article 3 à l'article 11, 12 à 17, nous avons les droits relatifs à la personne dans sa relation avec autrui, puis de 18 à 21, nous avons les libertés publiques et politiques fondamentales, pensée, conscience, religion, réunion, association, participation politique. Donc nous avons de l'article 18 à 21. 18 à 21, donc nous avons les libertés politiques. Alors, par la suite, nous avons les droits économiques et sociaux, droit au travail, droit à un salaire égal et droit syndical. Alors, puis ça va de l'article 22 à l'article 27, nous avons les droits économiques et sociaux. L'article 29, il concerne les devoirs de l'individu envers la communauté. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Puis nous avons l'article 30, aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui sont énoncés. Les droits et les libertés, donc ça c'est une manière, en fin de compte, on fait un alliage entre les droits est reconnu par la déclaration et les structures politiques et sociales, comme quoi la structure politique et sociale doit avoir pour but le respect de ces droits. Et là, nous sommes un peu dans le libéralisme moderne, comme quoi les droits de l'homme sont reconnus, mais pour préserver un système politique. Que lorsque le système politique, que les droits ne sont pas reconnus, ou doivent être que les personnes qui vont utiliser les droits pour nier ces droits, donc en fin de compte, il faut qu'ils soient déchus de leurs droits. Les droits sont consacrés ou sont reconnus aux personnes qui respectent les droits, pas aux personnes qui vont utiliser ces droits pour instaurer des régimes ou des groupements qui nient ces droits. Donc ça c'est l'architecture de la déclaration. Donc je répète, un préambule dans lequel
on peut dire que la déclaration oscille entre la conception libérale et la conception socialiste des droits de l'homme, mais nous avons un corps de la déclaration dans lequel on voit une influence certaine de la conception libérale, de la conception occidentale libérale. Alors, l'influence certaine, on la voit comment? Nous avons dit dans l'article 1, qui commence par une phrase claire, que les hommes sont nés libres, égaux et égaux, et libres et égaux en dignité et en droit. Donc l'égalité, c'est une égalité de droit juridique, pas de fait. Donc c'est ce qui est la conception donc, formelle, ce qui est la conception libérale des droits. Et nous avons l'architecture de la déclaration. L'architecture de la déclaration, nous avons vu, d'abord, elle commence par les droits de la personne seule, l'individu, puis de la personne envers autrui, donc avec les autres. Puis nous avons les droits donc, collectifs, nous avons les droits politiques. À la fin de la déclaration, nous avons les droits socio-économiques, puis à la fin, nous avons la notion de devoir qui apparaît. Alors cette architecture-là, c'est une architecture libérale, parce que nous avons d'abord la priorité est donnée aux libertés formelles, puis par la suite les droits économiques, puis par la suite, en fin de compte, la notion de devoir qui est un clin d'œil, je dirais, pour la conception socialiste. Alors l'architecture, alors que dans la conception socialiste, nous avons vu, ils vont commencer d'abord par les droits économiques, puis par la suite les droits politiques, et dans l'architecture d'une constitution socialiste, on voit d'abord les droits économiques au départ, comme quoi il faut qu'il y ait une égalité, que les droits réels, puis par la suite on reconnaît les autres droits. Donc même l'architecture de la déclaration, on voit qu'il y a une influence libérale. Et une influence libérale, oui, et plusieurs pensent qu'en fin de compte, la matrice que la Déclaration française des droits de l'homme constitue la matrice de la Déclaration universelle. Donc nous avons une influence libérale sur la déclaration. Alors, la déclaration, malgré cela, elle a introduit des nouveautés. Elle reste quand même un document unique. Pourquoi? Parce que un document unique, parce que nous avons les deux conceptions des droits de l'homme dans un seul document. J'ai une seule déclaration, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais j'ai quand même les deux droits, ou les deux conceptions de droit qui sont pris en considération, malgré le fait qu'il y a une préférence, si je peux dire, une domination de la conception occidentale, mais quand même, il y a les idées qui sont défendues par la conception socialiste. Donc, en fin de compte, la déclaration a réussi, si je peux dire, une synthèse entre les deux conceptions. Une synthèse que par la suite, les pactes internationaux ne vont pas réussir. Parce que pour les pactes internationaux, nous avons une seule déclaration, mais nous avons deux pactes sur le plan juridique. La déclaration n'est pas un texte juridique. Mais sur le plan juridique, nous avons deux pactes internationaux, l'un relatif aux droits civils et politiques, ça veut dire la conception libérale, l'un relatif aux droits économiques et sociaux, ça veut dire la conception socialiste. Donc la déclaration, malgré le fait qu'elle réalise ou qu'il y a une domination de la conception libérale, elle a quand même réussi à réaliser, c'est dans un seul document, que les deux droits sont reconnus et qu'il y a donc, en fin de compte, cette synthèse entre les deux conceptions. Alors, les nouveautés de la déclaration. La déclaration, elle a introduit beaucoup de nouveautés. Alors, nous allons d'abord voir les nouveautés. Les nouveautés de la déclaration, d'abord, c'est que quelque chose que nous allons peut voir dans les documents, surtout internationaux universels, pas dans les documents régionaux, mais alors la déclaration d'abord, c'est un texte international, c'est une déclaration, malgré le fait qu'elle soit une déclaration, c'est une résolution des Nations Unies, donc en fin de compte, elle n'a pas une force obligatoire. C'est pas un texte juridique, la déclaration. C'est comme la déclaration française. Je dirais beaucoup plus, c'est un texte de principe. Alors, elle introduit un certain nombre de valeurs. Dans
l'ordre, si je peux dire, public international. Voilà le rôle de la déclaration. Alors, la déclaration, la première nouveauté, c'est qu'elle s'adresse à l'individu. Elle dépasse vraiment l'écran étatique. Nous sommes dans un moment où vraiment il y avait une dualité sur le plan international, dualité comme quoi le domaine interne des États, puis c'est le droit interne, c'est le domaine de la souveraineté de l'État, puis tout ce qui est relation entre États, ça relève de l'international. Alors, la déclaration, elle va constituer la première brèche dans cet ordre duel, l'interne et l'international. Pourquoi? Parce que la déclaration va parler à l'individu directement. Nous avons l'Assemblée générale, donc tout ça, l'article 1er déclare tous les êtres humains, puis article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Tout individu. Nul ne sera tenu en esclavage. Elle parle aux individus. Donc, par exemple, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Toute personne a droit en pleine égalité. Toute personne, donc, elle parle aux individus. Avant, le droit international ne connaissait pas la notion d'individu. L'individu, c'était sur le plan interne. Sur le plan international, il y a des ressortissants d'État. C'est tout. Et leur protection est assurée par les États. Avec la déclaration, nous avons un texte international, mais qui va parler directement, qui va dépasser le cadre étatique pour parler directement à l'individu. Ce qui est une grande révolution juridique, alors que avant, le droit était un droit duel, c'est-à-dire droit international d'une part qui concerne les relations entre États, droit interne qui concerne les relations gouvernementales, les rapports au sein de l'État. Là, nous avons un droit, un texte international, mais qui dépasse l'État pour parler directement aux individus. Donc ça veut dire que ce cadre duel qui existait, qui a toujours structuré les droits et la société internationale, en fin de compte, il y a une brèche dans ce droit-là. Donc lorsqu'il s'agit de l'individu va avoir des droits au nom du droit international. Il devient un sujet du droit international, il devient un acteur dans les relations internationales. Il peut réclamer des droits au nom du droit international. Donc nous avons cette première brèche, le fait de dépasser l'écran étatique. Alors, la deuxième nouveauté de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous avons donc cette idée-là vraiment de changement complet dans l'ordre juridique international. Alors la déclaration de plus introduit un certain nombre de droits qui ont besoin d'une reconnaissance ou d'un cadre international pour être reconnus, qui ne peuvent pas être reconnus au plan national. Nous avons le droit d'asile, le droit à la nationalité. Le droit à la nationalité, le droit de revenir dans son territoire, ou le droit de quitter son pays. Donc il y a un certain nombre de droits qui ont besoin d'un cadre international pour être reconnus. La déclaration donc a reconnu un certain nombre de droits. Alors la déclaration, malgré ce fait, donc nous avons dit, elle a entraîné un changement, ou un chamboulement si on peut dire, dans l'ordre juridique. Entre la séparation qui existait entre l'interne et l'international n'existait plus, puisque le droit international peut intervenir dans, si je peux dire, le noyau dur de la souveraineté, qui est la relation gouvernant-gouverné. Donc, et de ce fait, apparaît un droit nouveau, qui est un droit entre les deux, en fin de compte, on peut dire transnational, puisqu'il s'intéresse à l'individu, entre les deux, pas seulement un droit public qui s'intéresse aux relations entre États, pas seulement un droit interne qui s'intéresse à la relation État-individu, mais qu'en fin de compte, un droit international, mais qui s'intéresse donc à l'individu. Malgré cette grande innovation, le fait d'introduire de nouveaux droits, la déclaration souffre de plusieurs, si je peux dire, on dirait des oublis. Il y avait des oublis. Pourquoi les oublis? Parce que la déclaration, comme je l'ai dit, c'est une synthèse entre deux conceptions.
Et elle a essayé de réaliser cette synthèse. La synthèse a été réalisée par un jeu de mots d'abord. Si je prends par exemple le droit de propriété, alors le droit de propriété, on voit vraiment comment la synthèse a été réalisée entre les deux conceptions. Là, c'est l'article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Seule ou en collectivité. Seule, c'est la conception libérale. En collectivité, c'est la conception marxiste ou socialiste. Donc, elle réalise une synthèse. Mais il y a des droits sur lesquels la synthèse était impossible. Donc, en fin de compte, on les a passés sous silence. La déclaration ne les a pas, les a oubliés. Ils sont les oubliés de la déclaration. Alors, c'est les oubliés de la déclaration, nous avons le droit de pétition, nous avons l'autodétermination et le droit au développement, nous avons le droit des minorités. Donc, vous voyez, le droit de pétition, le régime socialiste ne peut pas le reconnaître parce que c'est contraire à l'unité idéologique qui base donc ces sociétés. Nous avons le droit des minorités aussi, nous avons le droit des peuples indigènes, nous avons le droit de grève aussi n'a pas été reconnu et la liberté d'entreprendre. Donc il y a des libertés qui n'ont pas été reconnues ou dans lesquelles on n'a pas réussi la synthèse entre la conception libérale et la conception socialiste. De ce fait, on les a passés sous silence, que nous appelons les oublis de la déclaration, qui par la suite vont être repris par d'autres documents des Nations Unies. Alors ça, donc, il y a les oublis de la déclaration, mais il y a aussi les critiques qui ont été adressées à la déclaration. Alors, les critiques, ça a été adressé par les autres patrimoines. Les critiques d'abord qui ont été adressées à la déclaration par les libéraux eux-mêmes. Alors là, nous avons par exemple la critique de l'Association américaine d'anthropologie qui a dès le départ refusé cette universalité, si je peux dire, à laquelle, je ne dirais pas à laquelle, le fait que la déclaration se veut universelle. Alors, l'Association américaine d'anthropologie a considéré que tous les êtres humains ne peuvent pas être liés par une déclaration dont les valeurs étaient davantage occidentales. Et que de ce fait, elle a proposé une clause, celle d'un droit de l'homme de vivre selon leurs propres traditions. Une clause de relativisme culturel. Ça, c'était à l'époque, au moment de la rédaction de la déclaration, l'Association américaine d'anthropologie a fait la remarque que la déclaration était beaucoup plus irriguée par les valeurs occidentales et que cela ne faisait pas, on ne montrait pas la diversité culturelle qui existe dans le monde et qu'il fallait introduire donc cette idée de la prise en considération de la diversité culturelle. La clause qu'elle a demandé à ce qu'elle soit introduite, elle a demandé à ce qu'une clause soit introduite dans la déclaration, dans laquelle une clause de quoi? D'un droit des hommes de vivre selon leurs propres traditions. Alors cette clause-là, elle n'a pas été reprise par la déclaration. La même chose, la déclaration commence par la phrase, nous l'avons déjà lu, tous les êtres humains naissent libres et égaux. Il y avait une proposition d'ajouter un autre adjectif qui est l'adjectif différent. Tous les êtres humains naissent libres et égaux et différents, qu'on n'a pas accepté. De plus, la déclaration, il y avait une grande discussion sur les appellations. Est-ce que c'est une déclaration internationale? Il y en a qui ont voulu que la déclaration soit considérée comme étant une considération internationale, ça veut dire entre États, ou la déclaration universelle, ce qui veut dire qu'il y a un dépassement de l'ordre étatique. Et par la suite, ça a été sous la ténacité de René Cassin, on a donc choisi le terme universel. Donc la déclaration, donc la première critique qui a été adressée, une critique
qui reste valable jusqu'à nos jours, c'est ce fait qu'il ne prend pas en considération qu'il y a une domination occidentale et qu'il ne prend pas en considération la diversité culturelle. D'ailleurs, par la suite, la conférence de Vienne sur les droits de l'homme, elle avait pour objectif de rendre compte de la diversité culturelle et comment introduire la diversité culturelle, comment concilier, si je peux dire, entre l'universalité et la diversité culturelle. Donc ça a été l'une des grandes critiques qui ont été adressées à la déclaration. Par la suite, au moment de la signature, les autres patrimoines ont vu en fin de compte, que la déclaration ne représente pas trop leurs idées, qu'il y avait une domination occidentale ou une prépondérance, je dirais, occidentale. Donc ils ont refusé de signer la déclaration. Nous avons l'URSS qui n'a pas signé la déclaration à l'époque. Nous avons l'Arabie Saoudite avec le Yémen qui n'ont pas signé la déclaration parce qu'elle permettait le changement de religion. Donc, en fin de compte, la déclaration, à l'époque, il y avait ce problème-là. On lui reprochait cette domination, donc, de la conception occidentale. Donc, si je récapitule pour la déclaration, je dirais que la déclaration a pu, c'était une nouveauté sur la scène internationale. Les droits de l'homme sont apparus dans un cadre national, mais il y avait toujours cette volonté ils étaient prononcés, ils étaient reconnus dans des termes universels. Donc l'universalité, en fin de compte, c'est quelque chose qu'ils ont dans les gènes. Mais il fallait qu'il y ait des événements qui permettraient à cette volonté de rendre universel ou d'universaliser, si je peux dire, les droits, d'apparaître. Alors ça, il fallait la guerre mondiale et l'adoption de la déclaration des droits de l'homme. La déclaration, comme je l'ai dit, elle est apparue dans un monde de schisme idéologique, un monde dans lequel presque le deux tiers plus de l'humanité était sous joug colonial. Ça explique pourquoi est-ce qu'il y avait une prépondérance dans la philosophie qui est à la base, dans son architecture, dans les droits reconnus, il y a une prépondérance de la conception occidentale idéologique, architecture de la déclaration et les droits reconnus. Nous avons une prépondérance de la conception occidentale. Prépondérance de la conception occidentale qui explique les résistances des autres patrimoines culturels. Mais malgré cela, la déclaration a introduit de nouveautés dans la structure du droit. Structure avant le droit, c'était deux droits complètement séparés, droit interne, droit international. Aujourd'hui, nous avons un droit qui est le droit de l'homme, mais qui a pour sujet un sujet, donc en fin de compte, qui transgresse l'écran étatique pour s'intéresser à une relation qui relève de la souveraineté des États. Donc en fin de compte, nous allons avoir un changement dans la conception de la souveraineté. Ce n'est plus la souveraineté absolue, mais c'est une souveraineté limitée par des valeurs qui sont les valeurs des droits de l'homme, limitée par un ordre international fondé sur le respect des droits de l'homme. Nous avons donc l'introduction de nouveaux droits, le droit à la nationalité, le droit d'asile. Et puis nous avons ce fait que la déclaration reste toujours un document unique. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi la synthèse entre deux conceptions des droits de l'homme, une synthèse que par la suite a été difficile de réaliser. Alors cette synthèse, si elle a été réalisée, c'est parce que la déclaration n'est pas un texte juridique. La déclaration sur le plan juridique, c'est une résolution des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cela veut dire qu'elle n'a aucune force obligatoire. Aujourd'hui, elle a une force morale. Ça c'est sûr, mais aujourd'hui on peut dire qu'elle peut entrer dans l'ordre juridique international par le fait coutumier, c'est-à-dire la répétition, le fait qu'elle soit acceptée comme étant une règle de droit. Donc par l'intermédiaire du fait coutumier, elle peut entrer dans l'ordre juridique international. Malgré cela, on ne reconnaît pas le caractère d'un texte juridique. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait que reconnaître des principes, mais elle ne reconnaît pas les procédés juridiques pour la protection des principes. Donc ce n'est pas une loi. Cette mission-là, donc de donner une teneur juridique au principe, ça va être la mission qui sera réalisée par les pactes de 1966. Donc je vous invite à voir la déclaration, à faire la remarque. La déclaration a été adoptée en 1948. Ce n'est qu'en 1966 qu'on a pu réussir sur la traduction
traduction, si je puis dire, juridique de la déclaration. Ça donc pour la déclaration. Alors la déclaration, comme je l'ai dit, elle entraîne un problème. Dès le départ, ça on l'a vu, un problème entre cette prépondérance occidentale et entre la diversité culturelle qui existe dans le monde. Pour concilier cette idée-là d'un universalisme, peut-être la déclaration n'est pas universelle, mais elle prétend, elle veut instaurer un universalisme en matière de droits dans un monde qui est très divers, dans lequel on voit qu'il y a une diversité de cultures. Pour réaliser la conciliation entre cet universalisme auquel on aspire et la diversité réelle qui existe, là, ce sont les documents régionaux qui vont donc essayer de créer cette conciliation. Alors, les patrimoines régionaux que nous avons le premier, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'Europe, c'est ce sont dans le cadre de l'organisation des États américains qui a été adoptée la Déclaration interaméricaine des droits de l'homme en mai 1948, alors que la Déclaration universelle, elle a été adoptée en décembre. Donc, en fin de compte, la Déclaration américaine précède donc la Déclaration universelle. Puis nous avons alors le patrimoine, donc nous avons le patrimoine européen qui reste quand même un laboratoire juridique en matière de droits de l'homme. C'est vraiment le patrimoine le plus avancé et c'est le patrimoine le plus proche, si on peut dire, de la Déclaration universelle. Nous avons l'Afrique avec la Charte africaine des droits de l'homme. Puis nous avons deux grandes, je dirais pas de résistance, mais deux grands patrimoines qui réclament des particularités, un droit à la diversité, qui sont le patrimoine musulman et le patrimoine arabe ou musulman, je dirais, puis le patrimoine asiatique. Donc nous allons un peu survoler ces différents patrimoines pour voir comment est-ce que l'idée des droits de l'homme a été adoptée sur le plan sur ce régionalisme. En fin de compte, nous avons vu la déclaration, l'idée d'un universalisme en matière de droits de l'homme, les patrimoines régionaux ou l'idée de la régionalisme en matière de droits de l'homme. Alors, nous commençons donc par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, d'abord, il faut des droits de l'homme. Alors, c'est une convention. Cela veut dire que c'est un texte juridique. Une convention, c'est un traité. Donc, c'est pas comme la déclaration, non. C'est une convention. Cela veut dire que c'est un traité qui a été adopté par les États. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, elle a été adoptée au sein du Conseil de l'Europe. Et ça, c'est une chose, vous allez le voir, ce que toutes les conventions, en fin de compte, les chartes, les conventions, sont adoptées au sein d'organisations internationales régionales. La Convention européenne, c'est au sein du Conseil de l'Europe. Nous avons la Convention interaméricaine, c'est au sein de l'OEA. Nous avons la Charte africaine, c'est au sein de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous avons donc la Charte arabe et la Déclaration islamique, la Charata au sein de la Ligue arabe, la Déclaration islamique au sein de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique. Donc c'est toujours au sein d'organisations internationales régionales. Alors la Convention européenne a été adoptée au sein du Conseil de l'Europe. Alors, ce qu'il faut retenir, je vais vous lire les statuts, deux articles des statuts du Conseil de l'Europe. Alors, c'est l'article 1 et 3, le Conseil. Alors, le Conseil de l'Europe, donc, juste pour votre... c'est le Conseil de l'Europe, il faut le distinguer du Conseil européen. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale qui réunit aujourd'hui, je crois, 53 États européens. Alors que le Conseil européen, c'est un organe de l'Union européenne, c'est le Conseil des chefs d'État de l'Union qui décide donc pour l'Union qui se réunit tous sous présidence, donc alternance, donc tous les 6 mois sous la présidence d'un État pour décider des grandes décisions pour l'Europe. Donc c'est pas le Conseil européen, c'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale qui réunit tous les États de l'Europe.
Alors, selon ces statuts, donc, le Conseil de l'Europe, dans les articles 1 et 3, le Conseil a pour but de réaliser une union plus étroite entre ses membres, la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales est l'un des moyens de réaliser cette union. Donc, les droits de l'homme, ils ont un rôle qui est celui de réaliser une union au sein, de réaliser donc une union de valeurs au sein de l'Europe. Donc les droits de l'homme, c'est un critère. C'est un critère pour d'adhésion au Conseil de l'Europe. Un critère qui permet donc de réaliser une union et un critère qui permet de distinguer, de dire voilà quels sont les membres du Conseil et voilà les gens qui ne peuvent pas, ou les membres, les États qui ne peuvent pas être membres du Conseil. Les droits de l'homme, ce n'est pas seulement des valeurs qu'on va respecter, mais c'est un critère d'adhésion au Conseil. Un critère d'adhésion, cela veut dire que pour être membre du Conseil, il faut respecter les droits reconnus par la Convention. Et ça explique que pour être membre du Conseil, il faut d'abord adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. Et l'Union européenne pose comme condition l'adhésion de cette convention. Donc les droits de l'homme, ce n'est pas seulement des droits, mais ils instaurent un ordre. C'est un critère d'adhésion aux organisations internationales européennes. Donc, par exemple, la Turquie, pour adhérer, il faut qu'elle soit membre de l'Union européenne. Chaque État qui veut adhérer à l'Union européenne, il faut d'abord qu'il soit partie à la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention, ce n'est pas seulement reconnaître un certain nombre de droits, mais c'est un critère d'adhésion aux institutions européennes. Donc là, de ce fait, la Convention, elle a un double rôle. Premièrement, elle unit les États autour d'un certain nombre de valeurs. Et en même temps, elle est un critère de distinction entre les États qui respectent l'ordre instauré par cette Convention et les États qui sont en dehors de cet ordre. Donc c'est vraiment une unité autour d'un certain nombre de valeurs et critères de distinction entre les États qui respectent ou qui veulent adhérer à ces valeurs et les États qui ne veulent pas adhérer à ces valeurs. Et ça, il ne faut pas oublier, le Conseil de l'Europe a été créé en 1949, donc nous sommes dans un moment où l'Europe était divisée en deux, entre l'Europe libérale, l'Europe socialiste avec les démocraties populaires. Donc le Conseil de l'Europe, c'était vraiment, avec la Convention européenne des droits de l'homme, c'était un moyen de savoir qui est dans le camp libéral, qui n'est pas dans le camp libéral. Donc ça, donc le respect, comme je l'ai dit, des droits de l'homme pour le Conseil de l'Europe, c'est un critère d'adhésion, c'est une condition. Il faut d'abord adhérer à la Convention pour adhérer aux institutions européennes ou aux organisations européennes. Et ça montre que lorsqu'on ne peut pas adhérer aux organisations européennes, on crée un autre statut. Je prends l'exemple du Maroc, lorsqu'il a voulu adhérer au Conseil avancé au statut de partenaire ou d'association avancée avec l'Union européenne, il a d'abord signé un partenariat démocratique avec le Conseil de l'Europe. Donc il y a toujours cette idée de lier entre le respect des droits de l'homme et l'adhésion à un certain nombre d'organisations européennes. Alors, je me rappelle, l'ordre européen en matière de droits de l'homme, ce n'est pas seulement le Conseil de l'Europe. Nous avons un ordre, trois organisations, si je peux dire, qui, lorsqu'on dit le régionalisme en matière européenne, le plus connu, c'est le système du Conseil de l'Europe avec la Convention, mais il y a d'autres ordres. Nous avons l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, puis nous avons l'Union européenne. Mais le plus connu, c'est vraiment la Convention et le Conseil de l'Europe. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, en général, c'est un texte juridique, donc c'est une convention, donc c'est un traité, mais c'est un traité qui va créer, c'est pas un traité qui est soumis, nous allons le voir dans les principes, c'est pas un traité qui est soumis au principe de la réciprocité, c'est un traité qui va créer un ordre objectif qui est l'ensemble des droits qui vont être respectés par les États européens. Donc il crée un ordre public, si je peux dire,
européen, il crée un ordre objectif, et ça c'est une caractéristique de tous les textes relatifs aux droits de l'homme. Il constitue ce que nous appelons des traités-lois. Ce ne sont pas des traités qui sont soumis au principe de la réciprocité, mais ce sont des traités qui créent un ordre juridique objectif, des traités-lois. Alors, la Convention, sur le plan des droits, elle correspond à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc nous avons l'article 1, l'obligation de respecter les droits. Les États doivent reconnaître à toute personne les droits contenus dans la Convention. Nous avons l'article 2, le droit à la vie. Nous avons l'article 3, l'interdiction de la torture, l'introduction de l'esclavage et du travail forcé dans l'article 4, le droit à la liberté et à la sûreté dans l'article 5, l'article 6, c'est le droit à un procès équitable, donc la sûreté, pas de sanctions sans loi, le respect de la vie, donc ça c'est la sûreté. Nous avons l'article 8, c'est le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, le droit au mariage. Vous voyez, c'est un peu le même schéma, si je peux dire, que la Déclaration universelle des droits de l'homme, un droit à un recours effectif, l'interdiction de la discrimination, les dérogations en cas d'urgence, c'est-à-dire quels sont les droits auxquels on peut déroger, quels sont les droits auxquels on ne peut pas déroger, les restrictions à l'activité des étrangers, les interdictions de l'abus de droit et les limitations des restrictions aux droits, c'est-à-dire les droits indérogeables. Alors, puis nous avons ça jusqu'à l'article 18, puis à partir de l'article 19 commence une autre partie de la déclaration, c'est là qu'il y a les nouveautés sur les mécanismes de protection. Là, c'est vraiment, elle institue des mécanismes de protection. Avant, c'était le comité exécutif du Conseil de l'Europe et la Commission, puis maintenant, c'est une Cour européenne des droits de l'homme. Ça va du mécanisme de protection, les institutions de protection, ça va de l'article donc de 19 à 51. Alors, puis par la suite, la Convention des protocoles ont été ajoutés à la Convention. Alors, les protocoles, nous avons la protection des biens, c'est le protocole numéro 1, le droit à l'instruction, nous avons le droit à des élections libres, nous avons donc l'abolition de la peine de mort, nous avons la liberté de circulation, nous avons le droit d'appel dans les affaires pénales. Alors, le plus connu parmi ces protocoles, c'est le protocole numéro 11 qui institue une Cour européenne des droits de l'homme. Puis, nous avons le protocole numéro 12 qui interdit donc une interdiction totale de la discrimination. Donc, il y a des protocoles. Et nous avons la Convention, nous avons à côté de la Convention, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de protocoles. Je crois aujourd'hui ils sont au protocole numéro 14, donc dans lequel un certain nombre de droits ont été reconnus. Le grand absent, si vous avez fait attention, le grand absent dans ces droits, de choses qui n'existaient pas dans la Déclaration universelle, ce sont les droits politiques. Par la suite, les droits politiques n'ont pas été reconnus. Ce qui est reconnu, ce sont les droits de la personne, la sûreté, le droit de la personne, le respect de la personne, les droits intellectuels, les droits physiques, les droits intellectuels, l'intégrité physique, les droits intellectuels, puis nous avons la sûreté. Le grand absent, ce sont les droits politiques. Par la suite, dans les protocoles a été reconnu le droit des élections libres, mais le grand absent, ça reste les droits politiques et le droit économique. Même si la Cour, dans l'un de ses décisions, elle a considéré qu'en fin de compte, que ce n'est pas une méconnaissance de la déclaration et qu'à partir des droits qui sont reconnus par la déclaration, plusieurs autres droits, en fin de compte, peuvent être reconnus. Peut-être il y a là que le droit n'en parle pas, que la déclaration ou la convention, pardon, n'en parle pas, mais qu'ils peuvent être, si je peux dire, protégés de par les droits qui sont reconnus par la convention. Alors, la Convention, l'Europe reste, comme je l'ai dit, un laboratoire juridique en matière des droits de l'homme, c'est-à-dire le système le plus avancé,
surtout grâce à son système de protection. Le système de protection de l'Europe, c'est un système juridictionnel. Au départ, il y a eu une évolution. Au départ, c'était le comité, la commission, puis la Cour, puis par la suite, avec le protocole numéro 11, c'est une Cour européenne, un seul organe qui est chargé il y a un seul organe chargé de la protection, c'est un organe juridictionnel, une Cour européenne des droits de l'homme. Alors, puis le comité des ministres, il a sa compétence, plus de commission, on n'a plus ce schéma tripartite, mais seulement le comité et la Cour. La Cour, c'est l'organe juridictionnel, et le comité des ministres du Conseil de l'Europe, il est surtout chargé de surveiller l'exécution des décisions de la Cour par les États. Donc ça, c'est le schéma. Donc le schéma, nous avons un schéma vraiment juridictionnel, des droits reconnus par la Convention, et une Cour qui est chargée donc de protéger ces droits. Alors la Cour européenne qui est chargée, et la nouveauté, c'est que cette Cour peut être saisie par les individus, c'est-à-dire par les individus, par les ONG, c'est-à-dire qu'un individu qui n'a pas été satisfait qui a épuisé, ça c'est une condition, tous les voies de recours internes, qui n'a pas été satisfait au niveau national, peut donc aller vers la Cour européenne des droits de l'homme, retransmettre son affaire à la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut se prononcer contre son État. Donc l'individu, il a le droit de faire prévaloir ses droits, il a la possibilité de faire prévaloir ses droits contre son État si c'est possible. Donc la Convention, mais la Cour, ça il faut le dire, elle se prononce sur les droits qui sont reconnus par la Convention, pas sur d'autres droits, pas sur d'autres instruments juridiques. Elle surveille, si je peux dire, l'applicabilité de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la Cour, aujourd'hui, elle est composée, c'est un organe unique, c'est un organe juridictionnel composé de 47 juges, un par État, élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable, ce qui veut dire qu'ils ont une indépendance totale par rapport aux États. Le mandat est long, donc c'est 9 ans, puis par la suite, il est non renouvelable, donc ils ont la possibilité d'avoir une indépendance par rapport à leurs États. De plus, ils sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors, les magistrats, l'organisation de la Cour, ils sont organisés en 5 sections composées de chambres de 7 juges et comités de 3 juges. Là, puis, ils ont une grande chambre de 17 juges, alors, qui est la chambre de 17 juges, qui constitue la formation solennelle du jugement et l'organe de révision des arrêts rendus par les chambres. Donc les chambres rendent les arrêts. Donc nous avons dit qu'il y a 5 sections composées de chambres. Puis nous avons la grande chambre. La grande chambre, c'est la couronne. Les chambres rendent les arrêts. Et la grande chambre, c'est presque une cour d'appel en fin de compte, une cour d'appel de la Cour. Alors, la Cour, elle a une double compétence, la compétence contentieuse, c'est-à-dire qu'elle va se prononcer sur les affaires qui lui sont transmises, puis elle a une compétence consultative, c'est-à-dire qu'elle va consultative dans laquelle elle sera appelée à interpréter donc interpréter la Convention. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de décision non, il s'agit d'arrêt. La Cour rend des arrêts, donc des arrêts de justice. Alors, la Cour peut être saisie par n'importe quel État, c'est-à-dire qui observe qu'il y a eu un manquement des droits de l'homme au sein d'un autre État, et comme il peut être saisi par tout individu qui a un intérêt à agir, dont les droits ont été lésés et qui n'a pas été satisfait sur le plan interne. Alors, c'est pour cela, cette saisine de la recevabilité de la requête, si je peux dire. Alors, nous avons 3 conditions. 4 conditions. Alors, le premier, c'est que le requérant, la
la recevabilité de la requête, le requérant doit être personnellement victime de la violation et doit avoir un préjudice important. Un préjudice important, ça c'est une condition, donc il faut qu'il ait un intérêt et le préjudice doit être important. Cette condition-là, elle a pour but de décongestionner la Cour, parce que la Cour, si on peut dire, elle est victime de son succès, il y a beaucoup d'arrêts, il doit se prononcer sur la recevabilité, donc préjudice important, c'est pour permettre un peu de décongestionner, c'est pour filtrer, si je peux dire, les requêtes. Alors, l'autre condition, c'est l'épuisement de voies de recours interne, ce qui veut dire que la Cour elle est soumise au principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'elle ne se prononce pas, elle se prononce en dernier ressort, mais d'abord il faut que les États, donc ils ne remplacent pas les États, mais ils se prononcent lorsque les voies de recours ont été épuisées. Puis nous avons la troisième condition, c'est que la saisine doit intervenir dans un délai de 6 mois suivant la dernière décision de justice concernant l'affaire, donc un délai de 6 mois. Alors, puis il y a une quatrième condition, c'est que l'affaire ne doit pas être transférée, ou si je peux dire soumise à un autre organe de protection internationale, dans les mêmes termes, à un autre organe de protection internationale. Alors, c'est ce que nous appelons le principe de non bis in idem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça veut dire que, je prends un exemple, un citoyen français, par exemple, dont les droits ont été violés, qui a épuisé tous les voies internes, va donc se diriger vers la scène, vers le milieu international, ou vers donc, les institutions internationales pour respecter ses droits, pour faire prévaloir ses droits. Alors, étant donné que la France est partie à la Convention européenne des droits de l'homme, il est en même temps partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques, le citoyen français, il a deux possibilités, soit d'aller vers la Cour européenne, soit d'aller vers le comité de protection des droits de l'homme qui est chargé de surveiller la protection des droits du pacte de 1966. Il a le choix. Alors, supposons que ce citoyen français a choisi d'aller vers le comité, donc d'aller vers l'instance onusienne, alors il n'a plus le droit de saisir la Cour, sauf s'il y a une nouveauté dans l'affaire. Mais tant que l'affaire se présente dans les mêmes termes, il n'a pas le droit d'aller vers la Cour. C'est ça ce que nous appelons le principe non bis in idem, c'est-à-dire que le citoyen, il va choisir vers quelle instance il peut se diriger. Est-ce que la Cour européenne, est-ce que le Comité des Nations Unies, ou une autre instance, mais ne pas revenir vers la Cour, il n'a plus le droit d'introduire sa requête devant la Cour, dans les mêmes termes, devant la Cour. Donc ça pour la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je répète, c'est une Cour vraiment... elle fonctionne comme juridictionnelle, elle fait un travail juridictionnel, c'est-à-dire celui de protéger les droits ou de répondre donc aux requêtes des individus qui n'ont pas été satisfaits sur le plan national. Alors, la Convention européenne, nous avons dit, c'est une convention qui est la plus proche de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le plan des droits, sur le plan de l'idéologie, et c'est une convention qui intervient, si je peux dire, dans un milieu où il y a une certaine unité culturelle. Alors, malgré cela, il faut voir les principes auxquels est soumise, les principes que cette convention respecte. Alors, le premier principe que la convention respecte, c'est celui de la souveraineté. Les principes respectés, le principe de la souveraineté. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'elle soit un organe, donc un traité-loi, qui va créer un ordre objectif, donc un ordre objectif, un ordre public européen, mais elle respecte la souveraineté des États. La souveraineté des États, elle est respectée comment? Elle est respectée d'abord par l'obligation de la ratification. Les États, pour que la convention soit obligatoire, il faut qu'ils ratifient la convention, ce qui veut dire que leur souveraineté est respectée. Puis,
et le fait que pour les protocoles ne s'appliquent qu'aux États qui les ont ratifiés. Les États qui n'ont pas ratifié le protocole, il ne se va pas appliquer le protocole. Donc les États, ils sont la convention où ils sont soumis à la convention dans les limites de la réserve aussi. La réserve, le droit de réserve est reconnu avec les conditions imposées par le traité relatif au traité, qui en matière des droits de l'homme, la réserve doit être, elle ne doit pas porter atteinte donc aux principes reconnus par le document relatif aux droits de l'homme. Donc il doit vraiment être lié à une limite, c'est qu'elle doit concerner donc le texte ou le document relatif aux droits de l'homme, mais le droit de réserve est reconnu. La Convention européenne reconnaît le droit de réserve. Donc nous avons une souveraineté respectée par la nécessité de ratification, par le fait que les protocoles sont appliqués seulement aux États qui les ont ratifiés. Les États qui n'ont pas ratifié le protocole, ils ne se voient pas appliquer, ils ne les appliquent pas. Puis nous avons le droit de réserve. Puis il y a aussi le fait que le principe de subsidiarité qui fait que, ça c'est un autre principe qui fait que la Cour n'est compétente que dans les limites ou qu'après épuisement de voies de recours interne. Donc le principe de souveraineté, le principe de subsidiarité, le principe d'effectivité, parce qu'il existe un système juridique pour respecter les obligations de la Convention, et aussi parce que l'article 1er de la Convention, il commence par une obligation de respect, obligation de respecter les droits de l'homme, les États doivent reconnaître à toute personne les droits contenus dans la Convention. Donc il y a un souci d'effectivité ou un principe d'effectivité. Alors, puis nous avons en plus le principe d'effectivité, c'est dans les arrêts, lorsque la Cour rend ses arrêts, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, il a pour mission aujourd'hui de surveiller l'application des arrêts de la Cour par les États. Donc, principe de souveraineté, principe de subsidiarité, principe d'effectivité. Et il faut dire que la Convention européenne, la Cour européenne concernant la Convention ou l'interprétation, elle a ce rôle d'interprétation de la Convention, elle l'interprète selon deux principes. Le principe de l'autonomie individuelle qui permet à la Cour d'avoir des interprétations très larges de la Convention, mais il y a aussi le principe de la marge nationale ou de la marge nationale d'appréciation, c'est-à-dire qui permet en même temps à la Cour de prendre en considération les diversités existantes en Europe. Et c'est cette marge nationale d'appréciation qui est reconnue par la Cour qui permet à la Convention de reconnaître des droits, mais d'avoir des pratiques complètement différentes au sein de l'Europe. Nous avons par exemple l'IVG, il est reconnu par certains États. L'IVG, ça veut dire l'intervention volontaire de grossesse. Il y a des États où c'est légal, il y a des États où c'est illégal. Nous avons la même chose pour l'euthanasie, nous avons la même chose pour le mariage des homosexuels, nous avons la même chose pour un certain nombre, plein nombre de droits. Donc la Convention, malgré le fait qu'elle intervient dans un cadre culturel, je peux dire en quelque sorte homogène, mais il permet une application hétérogène de ces principes. Donc voilà pour la Convention, la Convention donc, européenne des droits de l'homme. Alors, l'autre convention donc, qui est proche un peu du cadre universel, c'est la convention, pas seulement l'autre patrimoine, je dirais, qui est proche du patrimoine universel, je dirais qu'il ne pose pas trop de problèmes avec le patrimoine universel, c'est le patrimoine interaméricain. Alors, dans le continent américain, c'est au sein de l'OEA, donc rappelez-vous ce qu'au sein des organisations régionales,
que les documents régionaux ont été adoptés. Donc c'est au sein de l'OEA, qui est une organisation internationale interaméricaine créée par les États du continent américain. Alors, selon l'envie de parvenir à un ordre de paix, de justice, de maintenir leur solidarité et de défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale, leur indépendance, ça, c'est l'article 1 de la charte de l'OEA. Donc, au sein de l'OEA a été adoptée la charte de Bogota, qui proclame donc les droits fondamentaux comme étant l'un des principes sur lesquels repose l'organisation des États américains. Donc le respect des droits comme étant un des principes de l'organisation des États américains. Alors la charte de Bogota, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été adoptée en mai 1948, donc avant la déclaration universelle des droits de l'homme, et de ce fait elle constitue le premier cadre général, si je peux dire, de reconnaissance des droits de l'homme au plan international. Elle portait elle aussi le titre de déclaration. Déclaration, ça veut dire que ce n'est pas un texte juridique. Donc, par la suite, au sein de l'OEA aussi, au sein de l'Organisation des États américaines, va être adoptée la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme, ou le pacte de Saint-José, et ça a été en 1969, et il est entré en vigueur en 1978. Donc nous avons la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Convention, ça veut dire que c'est un acte juridique, c'est un document juridique, et par la suite donc, alors, un document juridique, c'est-à-dire qu'il faut une institution de protection. Donc le pacte va prévoir la création de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Avant, il y avait seulement une commission interaméricaine qui a été créée dans le cadre de la déclaration de l'OEA. Donc il y avait une commission interaméricaine des droits de l'homme, mais par la suite donc a été créée la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a été installée en 1979. Alors la Cour américaine, c'est 7 juges élus à titre personnel, pour 6 ans renouvelables une seule fois. C'est 6 ans et renouvelable une seule fois, ça veut dire que leur indépendance n'est pas aussi forte que celle des juges européens. Les juges européens, c'est nouveau, c'est long, leur mandat est long, et en plus non renouvelable, ce qui fait qu'ils ont la possibilité d'avoir leur indépendance. Alors l'article 1 du statut de la Cour, il reconnaît qu'il s'agit d'une institution autonome dont l'objectif est d'appliquer et interpréter la Convention. Donc il a une compétence contentieuse, et il a une compétence consultative. Interpréter comme la Cour européenne, donc appliquer et interpréter la Convention interaméricaine interaméricaine des droits de l'homme. Alors, pour la fonction contentieuse, et c'est là qu'il y a la différence, c'est que la Cour ne peut être la saisine de la Cour, elle est reconnue seulement à la Commission et aux États, mais pas aux individus. Donc, les commissions, alors la compétence de la Cour peut être une compétence générale, c'est-à-dire que lui reconnaît une compétence générale, ou il peut être une compétence conditionnelle, c'est-à-dire que reconnaît soit à certaines affaires. La compétence de la Cour peut être reconnue seulement, la Cour interaméricaine, seulement pour une seule affaire. Donc les États ont, si je peux dire, une marge de liberté beaucoup plus grande que les États européens, mais l'individu ou les organisations non gouvernementales n'ont pas la possibilité d'aller vers la Cour, pas comme en Europe. Donc ils ont une Cour, mais dans la compétence contentieuse est beaucoup plus limitée que la Cour européenne des droits de l'homme. Puis elle a une fonction consultative, c'est-à-dire qu'il s'agit d'interpréter la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Alors l'autre patrimoine donc je dirais sur le plan international, nous sommes en train presque de suivre un peu la chronologie, c'est
le patrimoine africain, donc avec la charte africaine des droits de l'homme en Afrique. Alors, la charte africaine des droits de l'homme, elle a été adoptée au sein de l'Organisation de l'Unité africaine en 1981. Alors la charte, c'est une charte. Le terme charte, selon la convention devient relative aux droits de traité. Elle a un cadre solennel, c'est charte, mais ça reste toujours un traité. Donc elle a ce caractère, je dirais, obligatoire. Puis, donc c'est un traité, donc relatif aux droits de l'homme. Alors la charte africaine, qu'est-ce qui la caractérise? Elle aussi, comme étant donné que c'est une charte, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître pas seulement reconnaître, mais les États s'engagent à respecter un certain nombre de droits, et plus il va y avoir le contrôle. Donc la charte, elle est divisée en ces deux parties, reconnaître les droits qui sont, voir les droits qui sont reconnus, donc qui sont reconnus, et puis par la suite, il y a toute une partie relative au mécanisme de contrôle. Donc pour toutes les relatives, comme pour la Convention européenne, comme pour la Convention interaméricaine, donc reconnaissance des droits ou proclamation des droits, et puis donc la proclamation des moyens de respecter ces droits. Alors la charte africaine, elle manifeste une volonté, elle adhère à l'universel. Ça, elle adhère à l'universel, elle reconnaît déjà dans son préambule, elle réaffirme son adhésion à l'universel, ça réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 d'éliminer sous toutes les formes de colonialisme d'Afrique et que de redonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence au peuple d'Afrique et favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc voilà, c'est dans le cadre, ce cadre-là, de la Déclaration universelle, de la Charte des Nations Unies. Donc il y a une adhésion à l'universel, mais en même temps, les Africains veulent faire connaître leur originalité. Ils ont une originalité qu'ils veulent faire connaître. Donc la déclaration ou la charte africaine, il y a ce double mouvement d'adhésion à l'universel, mais en même temps d'adhésion en disant nous avons quelque chose d'original, nous avons des choses, il y a une diversité, il y a quelque chose d'africain, des valeurs africaines, les voici ces valeurs auxquelles nous sommes attachés, les voici ces valeurs. Donc il y a cette reconnaissance de l'universel, il y a en même temps une volonté de faire connaître les valeurs africaines. Il ne s'agit pas, comme l'ont remarqué plusieurs juristes africains, il ne s'agit pas de dire que nous avons une originalité pour montrer l'originalité, mais il s'agit aussi pour montrer, faire connaître les valeurs africaines. Alors, la première chose qui apparaît, donc la première différence, ce qui fait, il y a une adhésion universelle, mais il y a des différences. Alors la première différence dans la charte africaine des droits de l'homme, c'est le titre. Nous avons une charte, c'est très solennel, mais africaine des droits de l'homme et des peuples. Et des peuples, donc ça que veut dire, donc elles introduisent une idée qui a été déjà défendu par les pays du tiers-monde, c'est que la liberté des individus ne peut exister que dans des États indépendants. Pour qu'il y ait une liberté, un respect des droits de l'homme, il faut d'abord que les peuples, que les États, qu'on reconnaisse ce droit à l'autodétermination des peuples. Donc les peuples, la liberté s'exerce dans des États indépendants. Donc ça c'est la première nouveauté qu'on voit donc dans le titre déjà, c'est celui de reconnaître qu'il y a des droits donc des peuples. Alors, où se manifeste l'adhésion à l'universel? Alors, l'adhésion à l'universel de l'Afrique
l'Afrique va reprendre, si je peux dire, l'acquis normatif international. C'est-à-dire, elle va reconnaître les droits reconnus, il va reprendre les droits reconnus dans les autres documents internationaux, donc dans la Déclaration des droits de l'homme, dans les pactes et dans les autres déclarations. Donc nous avons le chapitre 1 ou l'article 1. Les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, partis à la présente charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Alors, reconnaissent et s'engagent à adopter, ça c'est une formulation qui a des conséquences juridiques très importantes. Alors là, il faut voir la différence, nous allons voir ça lorsqu'on parlera du droit international. Il faut le voir avec la Convention européenne parce que la rédaction est très, je vous l'ai dit l'autre fois, il faut voir où est-ce que j'ai mis la Convention européenne. Alors, la Convention, à l'article 1 de la Convention européenne, les États doivent reconnaître à toute personne les droits contenus dans la Convention. Ils doivent reconnaître à toute personne. Alors, les États membres de l'organisation partis à la présente charte reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Ils s'engagent à adopter des mesures législatives. Alors que les États européens, la Convention, il est clair, ils doivent reconnaître à toute personne. Donc toute personne a des droits au nom de la Convention européenne. Alors que dans la Charte européenne africaine, on voit qu'elle s'engage à adopter des mesures législatives. Il faut qu'il y ait sur le plan interne une reprise législative des droits reconnus par la Charte africaine. Donc, ce qui veut dire que la personne en Afrique n'a pas de droits directement de la Charte, contrairement à la personne, aux individus ou dans la Charte, dans la Convention européenne. Alors, nous avons les articles 2 jusqu'à 18 sont reconnus tous les principes de base de droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qui est reconnu? Le principe, les droits politiques, les droits économiques et sociaux et culturels, l'égalité, la non-discrimination, la protection de la personne humaine, le droit à la vie, l'intégrité de la personne, l'interdiction de la torture et de l'esclavage, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le droit à la justice, à un procès équitable. Donc tous les droits reconnus sur le plan international sont repris par la Charte africaine. Donc il y a cette reprise-là, il y a des failles, il y a des lacunes. Nous avons concernant l'abolition de la peine de mort, nous avons l'interdiction du travail forcé obligatoire, nous avons le traitement des détenus, certains droits matrimoniaux, la nationalité et le droit de ne pas être expulsé de son territoire. Donc nous avons toute une partie qui est reconnue donc, dans laquelle il y a cette adhésion à l'universel qui va donc de l'article 2 jusqu'à l'article 18. Alors par la suite, nous avons un certain nombre de, je dirais, d'originalité africaine. L'empreinte africaine, où est-ce qu'elle va apparaître? Alors, l'empreinte africaine, elle apparaît d'abord dans la reconnaissance des droits des peuples à l'autodétermination. Ça, le droit des peuples, c'est une charte africaine, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la charte africaine lie entre le respect des droits de l'homme et le respect des droits des peuples. Et pour la charte africaine, le respect des droits des peuples est une condition nécessaire pour le respect des droits de l'homme. Puis la charte africaine, en même temps, elle introduit l'idée du devoir. Nous avons donc le peuple, alors là, les articles 19, donc 18, c'est
tous les peuples sont égaux, tous les peuples ont droit à l'existence. Les peuples donc nous avons tout un ensemble d'articles sur lequel les peuples ont droit à la vie, les peuples ont droit à un environnement satisfaisant. Jusqu'à l'article 24, nous avons les droits des peuples. L'article 25 commence une autre, je dirais, particularité ou une autre empreinte africaine, c'est les devoirs. Les États partis à la présente charte ont le devoir, la notion de devoir qui est l'obligation positive, le pouvoir d'assurer par l'enseignement. Donc nous avons un certain nombre de devoirs, le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux. Chaque individu, les devoirs, ce ne sont pas seulement les devoirs de l'individu, mais les devoirs des États aussi. Chaque individu a des devoirs envers la famille, la société, envers l'État et les autres collectivités légalement reconnues envers la communauté internationale. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun. Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune. L'individu a en outre le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille. Donc nous avons tout un ensemble de devoirs. Donc la notion de devoir qui ne concerne pas seulement l'individu, mais qui concerne aussi l'État. Donc l'État a une obligation positive envers les individus. Ça, c'est les empreintes africaines. Donc les empreintes africaines, ou l'empreinte, donc si je résume, une adhésion à l'universel, mais en même temps une originalité ou une manière de montrer l'originalité par un certain nombre, par le fait de traduire une certaine empreinte africaine au sein de la déclaration, une empreinte que nous voyons donc dans la notion des droits des peuples, dans lequel un certain nombre d'articles ont été reconnus, puis nous avons donc la notion de devoir, qui n'est pas seulement les devoirs de l'individu envers l'État, mais aussi des devoirs de l'État, donc ce qui traduit des obligations positives pour l'État. Alors, la déclaration, la charte africaine est connue pour être la charte qui a donné une grande place aux droits de ce que nous appelons les droits de la troisième génération. Les droits de la troisième génération, ce sont les droits, donc le droit au développement. Et le développement selon les Nations Unies, ça ne veut pas dire la croissance économique, mais ça veut dire seulement la croissance économique, mais ça veut dire aussi le développement culturel, le droit à un environnement sain, le droit à la paix, la libre disposition des richesses, la libre disposition des richesses et de ressources naturelles. Donc nous avons un certain nombre de droits reconnus au peuple. Et de ce fait, la charte africaine, elle a introduit une nouveauté en matière des droits de l'homme. La nouveauté, c'est que les droits de l'homme, ils étaient toujours considérés dans une dialectique. La dialectique individu-État. Quels que soient les droits de l'homme, les droits économiques ou les droits formels, les libertés formelles, c'est toujours l'individu et l'État. Pour la première fois, on voit des individus, on ne voit plus cette dialectique, mais on voit des droits qui sont reconnus à l'humanité entière, au peuple, à une entité donc générale, globale, les peuples. Et ce sont des droits qui, comme je l'ai dit, de la troisième génération, qui ne posent pas, c'est-à-dire ce n'est pas des droits pour les individus, aux nations, non, c'est des droits qui sont pour l'humanité. Donc elle a introduit, si je peux dire, un renversement, une nouveauté dans les droits de l'homme, celle de parler de l'humanité, celle de parler de la communauté, celle de parler d'une manière générale, pas seulement l'individu face à l'État. Et de ce fait, ça explique l'idée de devoir de l'État, le fait d'introduire une obligation positive pour les États. Alors, la Charte africaine des droits de l'homme, elle aussi, donc elle introduit dans sa structure, elle introduit des mécanismes de protection. D'abord, ça a été la Commission africaine des droits de l'homme, puis je crois à partir, on ne va pas dire des bêtises, je ne sais pas à partir de quelle date, la Cour, le système africain a institué, je ne me rappelle plus la date, la Cour africaine des droits de l'homme, elle a été
créé donc, par un protocole de l'OUA en 1998 et il a été ratifié par 30 États, dont 6 ont accepté la compétence de la Cour pour les pour les requêtes individuelles et les ONG. Donc la Cour elle est composée de 11 juges et nous avons donc en fin de compte un autre patrimoine, le patrimoine africain, dans lequel la Cour est instituée aujourd'hui, elle existe à Arusha en Tanzanie, donc c'est un autre patrimoine régional, un autre dispositif régional qui a donc une compétence juridictionnelle, même s'il n'est pas aussi évolué que les cours européennes ou américaines, mais il y a une cour africaine. Alors ça pour les patrimoines, je dirais, qui posent moins de problèmes et qui ont moins de problèmes avec l'universalisme des droits de l'homme. Et nous avons deux patrimoines qui ont montré des résistances, je dirais, à l'idée, pas l'idée des droits de l'homme, mais à l'idée de l'universalisme des droits de l'homme. Alors nous avons le patrimoine arabo-musulman et le patrimoine asiatique.